vous demande d'applaudir le président du MEDEF qui a fait le déplacement depuis Paris, Monsieur Patrick Martin, messieurs, dames. Bonjour Patrick Martin. Bonjour, bonsoir. C'est très sympathique à vous d'avoir fait le déplacement, je le disais, pour assister à cette journée l'audace d'entreprendre. Peut-être vos premières impressions sur cette initiative portée par Jean-Philippe, qui va nous rejoindre évidemment, Jean-Philippe également. Jean-Philippe qui est un garçon timide et discret, pour qui j'ai une immense amitié, une immense admiration. Pour David aussi. Je vais commencer par un petit correctif, parce que je suis provincial, et un provincial militant. D'ailleurs, j'ai vécu 3 ans à Dijon. Alors, quand on dit que j'arrive de Paris, ça peut être diversement perçu. C'est pas anti-parisien ce que je dis, mais enfin, je voudrais pas passer pour un Parisien, quand même. Voilà. Ce que je pense de cette manifestation, d'abord, je suis très admiratif. Quand j'entends qu'il y a eu 5700 personnes, en définitive, très admiratif que Jean-Philippe, avec d'autres, tu en aies pris l'initiative, mais c'est tellement toi. Tu évoquais cette personne de 71 ans, encore 20 ans avant d'avoir 71 ans, mais je te soupçonne à 125 ans, puisqu'on nous prête cette espérance de vie maintenant, d'avoir toujours le même tonus, la même fringale, le même peps et le même rayonnement. Donc moi je suis très admiratif, et puis je pense qu'on a besoin plus que jamais dans notre pays d'avoir ce genre de manifestation, parce qu'il faut, en définitive, je pense qu'on est tous dans l'autocensure. Il y a un petit discours ambiant qui nous convainc que finalement on est des bons à rien, que notre pays est dans le déclin, mais je suis convaincu que tous, dans notre fort intérieur, on a cette petite lueur d'espoir, cette ambition, cette fringale à un moment donné, de faire quelque chose de nos vies. Et donc ça passe par l'audace. Et donc le fait de pouvoir se réunir comme ça, à différents âges, avec différents parcours, différents profils, finalement, pour ceux qui auraient tendance à se dire ben non, je ne suis pas fait pour ça, ou je me prends pour ce que je ne suis pas, ben c'est l'occasion de se révéler en définitive, et puis de voir qu'il y a des gens tout à fait normaux en définitive, qui eux, à un moment donné, ont franchi le pas, que c'est pas simple, mais que c'est pas si compliqué que ça, et puis surtout que grâce à cette audace, grâce à l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, eh ben on s'accomplit dans l'existence, et finalement, c'est une très belle aventure. Donc je suis ravi d'être là. Merci Patrick Martin, vous connaissez bien Jean-Philippe Girard évidemment, vous connaissez son côté audacieux, et il a souhaité tout sauf une prise de parole classique pour la conclusion de cette journée. Il fallait que ce soit l'image de tout ce qu'on a vécu, d'intense, en émotion aujourd'hui. Je vais donc appeler à me rejoindre un représentant de chaque tranche de décennie. 10 ans, Flavie, tu vas ouvrir le bal et tu vas venir t'installer sur le canapé. On va appeler Guillaume, un deuxième Guillaume, Frédéric, Franck, Didier. Vous allez venir sur ce canapé et on va faire ce qui se fait, c'est très tendance en télévision, un échantillon qui va poser des questions à la gouvernance, à ce qui incarne l'entrepreneuriat aujourd'hui en France, à travers vous, Jean-Philippe Girard et Patrick Martin, président du MEDEF. Et là, je vois des petites choses, il va falloir m'éclairer, m'expliquer. Est-ce que vous avez un micro? On va vous en passer un sinon, et puis vous passerez le micro, Jean-Philippe, ou on en a un là. Voilà. On va commencer avec monsieur. Non, on ne va pas commencer avec monsieur. On va commencer avec un chef d'entreprise qui va poser. Alors, il y a 2 choses. Votre définition de l'audace. Voilà, vous allez quand même nous dire qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie. Votre définition de l'audace. Et puis, une question à adresser à Jean-Philippe et à Patrick. Avec grand plaisir, grand honneur. Donc, moi, je suis Franck Béguin. Je dirige un groupe de PME bourguignon. Ingénierie, d'opérations marketing, commercial, logistique. Nous sommes en Bourgogne. Nous pourrions être implantés partout en France. L'audace pour moi, c'est avant tout oser l'expérience. Et comme je représente les quinquas, j'ai une question de quinquas à vous poser. L'audace de l'expérience professionnelle. Les quinquas ont souvent une longue expérience professionnelle. Comment transformer cette longue expérience en un atout pour oser l'expérience entrepreneuriale? Si vous aviez à donner quelques conseils à ces quinquas qui ont envie de tenter l'aventure.
Et pour la réponse, 1 minute à vous partager. Mais vous pouvez vous compléter bien. Bah oui, Jean-Philippe. Bon, 1 minute. Je pense qu'il n'y a pas d'âge. Probablement, il n'y a pas d'âge. C'est vrai qu'au fil de sa carrière et de sa vie, en définitive, on accumule non seulement de l'expérience, parfois à travers les échecs d'ailleurs, hein, mais on accumule aussi un relationnel, un réseau, et ça suscite autant d'opportunités. Et moi, je pense que notre pays, d'une manière générale, hein, a besoin de cette conjugaison des talents, des âges aussi. Ça me vaut, je finis par là, ça me vaut de dire que on va avoir bigrement besoin, alors des quinquas de toute façon, des sexagénaires bien sûr, des septuagénaires, tu en as parlé tout à l'heure, et je crois, on en voit tous les jours, hein, je crois que l'audace, l'appétit, la volonté de se réaliser, la volonté de rendre service aux autres, à sa famille, mais plus généralement à ses salariés, à la collectivité, tout ça, ça ne se commande pas, et donc ouais, il y a une place éminente pour les quinquas dans l'aventure entrepreneuriale. Il a tout dit. Non, c'est vrai, je te rejoins complètement et c'est pas surprenant, mais voilà, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Alors c'est vrai que je le disais ce matin, on a moins d'audace à 60 ans qu'à 30 ans. Il faut l'accepter, mais c'est pas la même audace. Je crois que voilà, c'est simplement, on a une audace différente, on a une envie différente. Moi, je dirais pour les 50, j'ai toujours les gens que je croise des 40, 45 ans, on va le voir tout à l'heure, mais je leur dis toujours, c'est un point de bascule. C'est un point de bascule dans la vie, c'est-à-dire que soit tu fais le pas, et c'est parti, ou soit tu hésites, et quelque part, tu peux peut-être utiliser cette expérience pour les autres. Donc, ce que j'ai envie de dire, pour 50 ans, non, il n'y a pas d'âge, mais je me permets, hein, je suis très direct, et vous me connaissez bien. Moi, à 50 ans, je reprendrai une boîte. Je me demande si j'oserais la création, certainement, mais si je devais conseiller à quelqu'un de 50 ans, il a un parcours, elle a un parcours. Ils ont tous les deux, quelque part, vécu des moments forts, des moments faibles, vécu des gouvernances plus ou moins faciles à accepter. Et à un moment donné, à 50, tu peux dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une petite boîte à reprendre où je pourrais me réaliser et peut-être tout ce que j'ai critiqué du système avant, moi, je vais le mettre en place à ma façon. Voilà, je serais plus dans la... Mais voilà, c'est mon tempérament, mais je pense qu'à 50, il y a plein de boîtes à reprendre et on peut s'éclater encore 20 ans, parce qu'on est vraiment dans cette configuration. J'ai dépassé la minute, peut-être, oui. Non, c'est parfait. Tu me dis, hein. Merci, Franck. Je voudrais qu'on le remercie, je dépasse la minute, mais... Non, mais alors moi, je dépasse encore plus. Non, pour dire, parce qu'un des coprésidents de notre commission entrepreneuriale, là, je te rejoins évidemment. Il y a différents types d'entrepreneurs et différents types d'aventures entrepreneuriales. Et tu as raison, évidemment, de souligner qu'on a une démographie patronale française qui fait qu'il y a plein d'opportunités de reprise d'entreprises. Et nous, dans le cadre de cette commission, on va de la start-up jusqu'à la transmission de l'entreprise, en passant par sa croissance, sa diversification, sa renaissance dans certains cas. Et c'est vrai, j'aurais dû y penser. Hein. C'est vrai que passé un certain âge, on est peut-être plus profilé encore pour reprendre que pour créer, mais ce n'est pas exclusif. Guillaume, je crois... Juste un mot sur Franck, parce que c'est un dirigeant, mais en plus, il a un engagement pour le réseau Entreprendre, et l'engagement depuis très longtemps. Je voulais qu'on en profite quelquefois. Voilà, ce sont des gens discrets, mais il est une des pierres, une contribution à ce projet Audace d'entreprendre. Donc j'en profite pour te remercier. Bravo, merci Franck. Présentation express, ce que vous faites dans la vie, définition de l'audace et votre question. Ok, ça marche, ouais. Bonsoir à tous, bonsoir messieurs, bonsoir Vincent, merci pour l'invitation. Guillaume Raymond, 36 ans, je suis président directeur général de Tôlerie Raymond. Nous sommes une société spécialisée dans la transformation du métal, une société de quinzaine de personnes, et on a décidé de faire des trucs cool en fait dans notre métier, puisque aujourd'hui, sans dire qu'on sauve des vies, on contribue à la santé de nos concitoyens en réalisant des cabines de télémédecine, des consoles et des bornes à disposition justement de la patientèle pour rentrer en connexion avec un médecin. Vous êtes associés, je crois, Guillaume? Oui, vous êtes tous les associés deux. avec Quel âge tous les deux? Timothée Barbier, 36 et 35. Il triche un peu, il est de fin d'année. Non, mais c'est la nouvelle génération de l'entreprise. Voilà. Vision de l'audace.
Vision de l'audace, je résumerai ça avec une petite phrase, c'est peu importe ce que les autres pensent de toi, si tu as ce feu intérieur, que tu as ce truc en fait que tu as envie de faire, vas-y, fonce. Lève tes fesses de ton canapé et fais-le. Fais-le. Il y a un auteur que j'aime bien, que vous connaissez sûrement tous, ou en tout cas la plupart, qui s'appelle Paulo Coelho, qui a écrit le livre L'Alchimiste, que j'aime beaucoup, et bien d'autres. Et il dit, c'est en osant se tromper, c'est en osant échouer qu'on réussit à progresser. Alors là, vous me voyez venir, la grande question, c'est quel a été le plus gros échec de votre vie qui vous a fait le plus progresser dans votre carrière professionnelle? Merci. Merci pour ta question, Guillaume. Ah, Venez par ici, venez on vers se met moi. plus par là. Patrick. Venez, Patrick, venez vers moi. C'est pas évident de parler de ses Oui, échecs. C'est un sujet toujours ça. Moi, j'ai assez donné depuis cet après-midi. D'ailleurs, j'ai Oui, c'est indiqué vrai. deux, donc j'ai déjà J'en suis parlé témoin. de 2 flops. Non, je voudrais rebondir sur le métier avant de répondre. La tôlerie. 1 minute et demie, ça va? Non. Alors, je me bats depuis des années, depuis l'école de la deuxième chance, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui avait été lancée par Luc Ferry, sur reconnaître l'intelligence de la main comme l'intelligence des études. Et je rajoute aujourd'hui l'intelligence du terrain. Parce qu'on a un vrai enjeu de préoccupation de territoire, d'évolution des territoires. Et voilà, je voulais juste faire cette parenthèse sur, ne pas les opposer, mais les associer. Dans Eurogerm, on associait des gens qui venaient de CAP, de boulangerie, avec des ingénieurs développement. Ça donne des résultats extraordinaires. Voilà, c'était juste la parenthèse. Et puis pour répondre, alors je ne sais pas si on peut répondre sur des échecs, parce que oui, j'ai monté une filiale en Russie, et c'était la bonne époque, que j'ai fermée. Voilà, on tente l'aventure. On se disait Eurogerm, on est les plus forts. Tu parles, on avait déjà fait le Brésil, on avait fait le Sénégal, on était aux États-Unis. Puis on dit allez, la Russie, il y a un potentiel incroyable. Ça y est, on grimpe dans le projet Russie. Je trouve un associé, toujours du territoire russe. Voilà, et c'était un échec retentissant parce que c'était quelqu'un d'honnête dans un monde, je vais le dire très directement, malhonnête. Et j'ai vécu un truc de fou, j'ai vécu ce qu'on vit jamais, la menace sur sa famille, la menace sur lui-même. Et à un moment donné, si tu veux, tu lâches, quoi. Donc c'était un gros échec parce que sur un plan humain, ça a été très dur à vivre. Sur un plan financier, je ne vous raconte pas, parce qu'on a mis 300 000 dans un puits sans fond, puisque 6 mois après, on les avait déjà perdus. Donc voilà, des échecs, mais il faut rebondir. Donc ce gars-là, c'est pas ce que j'ai fait, je l'ai embarqué avec moi dans un autre pays. Voilà. Donc c'était l'idée de rebondir par rapport à cet échec. Merci Jean-Philippe. Patrick Martin. Alors moi aussi, une petite digression. Je trouve l'histoire en quelque sorte passionnante, parce qu'on peut se dire, c'est un métier que je connais bien, la tôlerie, c'est un métier hyper tradi, est-ce que véritablement ça a un avenir, etc. Mais conjuguer finalement un métier traditionnel, et à nouveau dans mon esprit, ça n'a rien de péjoratif, avec des applications qui sont très tech, très futuristes, et dans le domaine de la santé, il y a quelques années, on n'aurait jamais dit, je suis dans la tôlerie, je vais me mettre sur la télémédecine ou des choses comme ça. Et je trouve ça très emblématique des opportunités qu'on a dorénavant, je le redis, y compris dans des métiers qui passent pour être traditionnels. Alors moi, des échecs, j'en ai eu des palanqués. Alors, ce n'est pas une provocation. Moi, je pense que mon principal échec, c'est, je dirais, un échec par défaut. C'est-à-dire avoir calé devant une décision, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, mais à l'inverse, c'est-à-dire que j'avais l'opportunité de m'implanter dans un pays, et puis pour toutes sortes de raisons, peut-être parce que je n'avais pas le moral à ce moment-là, ça arrive, je n'ai pas pris cette décision. Un de mes concurrents l'a prise à ma place, c'était trop tard après, et je me suis mordu les doigts en me disant, par manque d'audace en définitive, je suis passé à côté d'une super opportunité. Après, je peux vous citer toutes sortes d'autres échecs. Je finis quand même là-dessus. Il y a un truc qui n'est pas une science exacte, et puis c'est très bien ainsi d'une certaine manière. C'est le recrutement. Il nous arrive à tous de nous planter sur des recrutements. Ça ne se vérifie qu'à l'usage, mais ça fait partie du jeu, parce qu'on a, en contrepartie, on a parfois de très belles surprises sur des recrutements. Merci de la transparence de vos réponses. On passe le micro à un autre Guillaume. Je vous laisse vous présenter, Guillaume. Bonsoir, je m'appelle Guillaume, je suis étudiant à l'IE Dijon. J'ai pu participer l'année dernière au projet Les Entrep, soutenu par le réseau Entreprendre Bourgogne, qui consiste à mettre en avant l'entrepreneuriat chez les étudiants. On a pu donc participer et gagner au niveau régional puis national. Et donc j'aimerais vous poser une question au sujet de l'entrepreneuriat.
C'est vrai que grâce au réseau Entreprendre, j'ai pu apprendre que finalement l'entrepreneuriat, ce n'est pas uniquement créer une entreprise, mais c'est aussi en reprendre. Vous en avez un peu parlé. Et j'ai appris des chiffres. On estime qu'entre 250 000 et 750 000 entreprises vont devoir être reprises d'ici 10 ans. Et c'est vrai que ma question, c'est la suivante. Comment faire pour former les générations futures, comme la mienne, j'ai 21 ans, pour nous former à reprendre ces entreprises ou justement oser passer ce cap, prendre l'audace d'entreprendre, justement. Qui prend la question? Alors, il y a des formations à la reprise d'entreprise et un certain nombre d'organismes qui s'en occupent. Alors, sur les aspects juridiques, fiscaux, comptables, etc., parce que ce n'est pas neutre. Hein. Bien souvent, des salariés tout à fait éminents, mais qui n'ont pas été directement aux manettes sur ces sujets-là, ont besoin de passer par ces formations. Il ne faut pas partir la fleur au fusil. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est les formations, d'abord l'autonomie, parce que on change de monde hein, quand on devient son propre patron. On peut se dire, waouh, c'est la fête, j'aurai les horaires que je veux, etc. Moi, je vais vous citer là aussi une anecdote. Hein. Je suis avant toute chose entrepreneur. Il se trouve que j'étais numéro 2 au MEDEF avant de devenir numéro 1. Et j'ai mieux mesuré quand je suis devenu numéro 1 que ce n'était pas du tout la même chose. C'est-à-dire, quand j'étais numéro 2 avec notre ami Geoffroy, je lui donnais de vagues conseils que généralement il n'écoutait pas, il avait bien raison, mais à la fin des fins, c'est lui qui prenait la décision. Et c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, je pense qu'il y a une préparation, je dirais presque psychologique à avoir, c'est-à-dire prendre suffisamment de temps pour la réflexion, et puis à un moment donné, savoir trancher. Et ça, c'est un travail mental qui n'est pas inné, mais qui est absolument passionnant. Et puis après, il y a des méthodologies. Je crois que c'est très excitant de créer ou de reprendre une entreprise, mais il faut s'imposer à soi-même avant de donner le go, de se dire mais qu'est-ce que je veux en faire, quel est le business model, je reprends cette entreprise, elle a mettons 3 salariés, mon ambition c'est de la porter à 20, 30, 300 salariés, et donc de voir les conditions à réunir pour atteindre cet objectif et se faire plaisir. Donc ça demande une préparation technique, mentale, familiale aussi, parce que c'est important l'environnement familial, et puis stratégique, ne pas y aller pour le principe d'y aller, quoi. Oui, on est complètement là-dessus. Alors la reprise d'entreprise, j'ai acheté, je crois, une dizaine d'entreprises en France et à l'étranger. Et en fait, j'ai appris très vite qu'il y a un moment donné, on se laisse embarquer. Hein, donc on est sur le projet, on cible une entreprise, ça se passe plutôt bien sur un plan humain. Et puis à un moment, on oublie presque pourquoi on la rachète. Je mens pas. Hein. Je mens pas parce qu'on veut tellement la voir qu'on en oublie presque... Et j'ai eu la chance d'avoir, quand j'ai coté Orange en bourse, j'avais besoin d'un administrateur indépendant et c'est Philippe Alfroy qui a accepté d'être l'administrateur indépendant. Et Philippe Alfroy, il n'est pas connu, on connaît mieux Xavier Fontanet, qui ont fait Essilor. Ils ont pris une boîte à 75 millions d'euros et ils en ont fait une boîte à 7 milliards, peut-être un peu plus. Voilà, c'est une aventure extraordinaire. Puis il me disait toujours, si tu achètes une boîte, il me regardait dans les yeux, il faut savoir pourquoi tu l'achètes. Et ne perds jamais du regard pourquoi tu l'achètes. Parce que tu vas la payer plus cher que tu as prévu. Donc si tu veux réussir, j'allais dire, la reprise d'entreprise, c'est des moments forts, hein, c'est des cultures différentes, parce que là, tu ne crées pas ta boîte à tes conditions, tu as du personnel, tu as une organisation, tu as une gouvernance différente. Donc moi, je conseillerais vraiment, et tu l'as dit, il y a des organismes qui forment très bien la reprise d'entreprise. Allez-y, croquez dedans, parce que c'est là où on fait ses premiers pas. Et puis après, ne perdez jamais pourquoi vous voulez l'acheter. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Oui, et je le reformule. C'était très clair hein, ce que tu as dit. Non, mais je partage tellement là aussi ce que tu dis. Avoir à un moment donné cet exercice de lucidité, au moment où on va signer, de se dire, est-ce que je ne fais pas une connerie? Parce qu'on se laisse griser en définitive. On se dit, c'est une super aventure, c'est l'accomplissement de ma vie, où j'ai une opportunité incroyable. Et puis, on ne s'écoute plus. Et puis, autour, il y a des conseils qui poussent au crime. On a travaillé sur le dossier, il faut absolument qu'il aboutisse. Le cas échéant, il y a des commissions au passage. Enfin bon. Et c'est un exercice très compliqué. Très compliqué. Le petit examen de conscience ultime. J'y vais pas. Est-ce que je suis sûr que je vais y aller? Et pourquoi je vais y aller? Ce que tu disais. Merci Guillaume pour ta question. Flavie, parle bien fort dans le micro. Ma question c'est, y a-t-il plus de taux de réussite ou d'échec, d'abandon dans l'entrepreneuriat?
Alors, il y a un taux d'échec. Je dirais, c'est normal qu'il y ait un taux d'échec. Ce serait trop simple si on réussissait à chaque fois. Quand on regarde les raisons des échecs, elles sont assez bien identifiées. Assez bien identifiées. Ça rejoint un petit peu tout ce qu'on vient de dire d'ailleurs. C'est-à-dire des gens pleins de bonne volonté, plein d'enthousiasme, mais qui n'ont pas fait cet effort de préparation, d'analyse, soit dans le cadre d'une création, soit dans le cadre d'une reprise. Et puis surtout, qui ne s'entourent pas suffisamment de conseils. Et les conseils, ça peut être le copain d'enfance, ça peut être une personne qu'on rencontre dans un club sportif, etc. Et je crois que c'est essentiel de partager avec son entourage des gens plus ou moins avertis qui te challenge en définitive et qui à un moment donné te disent attention, là il y a un truc que tu n'as pas vu, où tu finis par t'auto-convaincre que rien ne peut t'arriver alors que là il y a une vraie menace ou au contraire une vraie opportunité. Donc il faut beaucoup parler autour de soi et beaucoup se préparer. Oui, challenger son projet, c'est-à-dire que c'est... Tu sais, tu nous as émus tout à l'heure avec ton projet, parce qu'en plus, on se dit que ça peut faire une entreprise. C'est pas simplement des mots, c'est pas une idée, mais ce que tu nous as présenté, je trouve que ça ferait en plus une entreprise sur un plan social, sociétal, qui serait waouh, quoi, parce que c'est vraiment dans le sens de l'histoire aujourd'hui. Alors, dans l'échec, j'ai envie de prendre une référence. Je fais pas de publicité, hein, mais... il y a un réseau qui s'appelle le réseau Entreprendre. Et je le dis simplement par comparaison, parce que moi je les vis pratiquement tous, toutes les initiatives, et j'en ai personnellement, où j'ai beaucoup plus planté que le réseau. Non mais, je le dis, dans l'accompagnement des boîtes, et on a la chance d'avoir un modèle, un filtre quelque part, mais si vous avez un projet, prenez rendez-vous avec Arnaud et ses équipes. Challengez votre projet, il y a un comité d'engagement, yes, il y a des efforts à faire. Mais vous en aurez tellement à faire quand vous aurez créé votre boîte que c'est rien par rapport à ça. Mais n'hésitez pas à challenger votre projet. Hein, vous avez une idée, vous allez au bout de cette idée, vous avez une reprise. Challengez ce projet. Le taux de réussite, je crois, il est de combien ? On va demander à Arnaud, parce que je vais tendre sous la vérité. Je crois que c'est 85 à 3 ans. Plus que ça. 95% à 3 ans. Donc oui, ça vaut le coup de passer une demi-journée avec le comité d'engagement. Voilà. Je ne fais pas de pub, mais quand même, parce que j'ai plein d'autres expériences, même moi, qui sont plus malheureuses. Il nous reste, je me fais le gardien du temps, Jean-Philippe, je suis désolé, il nous reste 3 minutes pour terminer. Frédéric, qui vous êtes ? Qui êtes-vous ? Votre définition de l'audace et votre question. Ok, donc il me reste encore un peu de voix, ça va ? Bonsoir, donc Frédéric Lefloc, 43 ans, donc j'ai repris à 40, tout pile. Montez bien votre micro. Pardon. Donc j'ai repris une société, donc je fais partie des repreneurs, donc il y a 3 ans, une société de découpe et gravure au laser, donc t'es un de mes clients. Voilà, donc j'avais pas du tout le parcours théorique, puisque déjà j'étais une femme, je rachetais une entreprise industrielle en étant une RH de 40 ans, parce que j'ai été des RH dans des groupes industriels. Donc ma définition de l'audace, je crois que a priori je l'incarne, parce qu'on n'arrête pas de me le dire. C'est que effectivement des freins et les fameuses croyances limitantes dont on parlait ce matin, c'est vraiment quelque chose. Voilà, donc l'audace, c'est de se dire que c'est d'apprendre ces croyances limitantes et puis de les dépasser et de ne pas rentrer dans une boîte. Question, Frédéric. Oui. J'étais le timing. Donc oui, pas de souci. Alors, ma question, elle revient un petit peu là. On parle d'accompagnement, effectivement, lire des bilans, tout ça, c'est très bien. Les investissements, business plan. Au niveau de la préparation mentale, existe-t-il parce qu'on voyait aux Jeux Olympiques, Léon Marchand, tout ça, ça devient vraiment à la mode d'avoir son préparateur mental. Et quid du coup des dirigeants ? Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose là-dedans ? Je ne sais pas. C'est une question. Alors, une fois de plus, je réponds par un détour. Il y avait les World Skills, là, un truc extraordinaire. Moi, je suis en soutien indéfectible des World Skills depuis des années. Je suis allé à leur préparation physique et mentale à Vichy il y a quelques années. Alors, j'avoue que je m'attendais à les trouver vautrés dans les canapés avec des consoles de jeu, petites binouses à la main, puis ça allait bien. C'est une vraie préparation physique et mentale digne des sportifs de très haut niveau. Et donc, j'en viens à la question. Moi, je crois que c'est essentiel d'avoir un ou plusieurs mentors qui ne sont pas forcément estampillés mentors, mais surtout des gens en qui on a confiance, qui vous font confiance, mais qui savent aussi dire attention, tu n'es pas faite pour ça, ou au contraire, tu es fait pour ça,
où tu tires trop court, tu peux aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et je finis là-dessus, parce qu'au MEDEF, on est très très déterminés sur ce sujet. Votre exemple est flagrant. Il y a une forme d'autocensure chez beaucoup de femmes. Ce que vous avez dit, c'est choquant, si je peux me permettre. Parce que je suis une femme, je ne suis pas faite pour être à la tête d'une entreprise industrielle. Et on voit... Eh oui, mais... Et puis peut-être que vous l'êtes dit vous-même. Et quand on regarde le nombre de femmes à la tête des entreprises en France, quelle que soit la taille des entreprises, il y a en tout et pour tout 30% des entreprises qui sont dirigées par des femmes. C'est aberrant. C'est aberrant et je pense qu'une partie de l'explication, c'est cette autocensure, c'est une espèce de référentiel absurde. Et donc nous, on encourage beaucoup les femmes à se lancer dans ces métiers. Je finis là-dessus, notamment dans tous ces métiers booming qui tournent autour du digital, etc. Il y a un truc complètement dingue et c'est un homme qui vous parle, ça ne vous a pas échappé. Les jeunes femmes, les jeunes filles ont des résultats dans les matières scientifiques nettement meilleurs que les garçons. Donc c'est absolument paradoxal qu'ensuite, dans les formations scientifiques, on trouve moins de femmes et que dans les métiers, quand je dis scientifiques, c'est un peu réducteur, tous ces métiers autour de la tech, plus globalement, il y ait encore moins de femmes. Il y a simplement 17% des entreprises de la tech qui sont dirigées par des femmes qui, je le rappelle, sont beaucoup plus douées que les hommes dans ces matières-là. Donc il faut vraiment que les hommes, pour commencer, on casse ces barrières. Et puis, c'est vrai, dans le financement d'entreprises, il n'y a pas assez de femmes. Donc voilà, il y a un boulevard. Et puis le pays en a besoin, parce que finalement, on a besoin de tous ces talents, de toute cette énergie. Oui, tu as presque tout dit. Et c'est exactement cela. Par contre, par rapport à ce que tu dis, alors Frédéric, puis juste parenthèse, elle est très modeste, parce que c'est la secrétaire de l'audace d'entreprendre. Voilà, elle bosse depuis 15 mois avec nous sur le projet. Donc voilà, elle a apporté sa contribution, bien sûr. Moi, sur la santé mentale, on parle beaucoup de la santé mentale des dirigeants, on parle beaucoup de ça. Moi, il y a un truc que je vais vous dire. Évitez l'isolement. Le pire qui puisse vous arriver, c'est de vous isoler. Il y a des clubs d'entreprise. Alors, je sais que toujours, on me dit, ouais, Jean-Philippe, il y a Germe, par exemple, il y a l'APM, il y a le MEDEF, par exemple. Allez dans ces rendez-vous. Ça fait un bien fou. Vous allez vous confronter, vous allez discuter, vous allez débattre. Mais je crois qu'une fois par mois, je dis toujours, s'accorder 2 heures, une demi-journée pour rejoindre un club, pour rejoindre d'autres entrepreneurs, ça vous remet le mental. Hein, donc je dirais plus que, voilà, peut-être pas psychanalyser tout ça, mais dans tous les cas, ouais, rencontrez-vous entre chefs d'entreprise, ça fait un bien fou. Hein, tu le fais déjà, mais je trouve que c'est tellement important. Oui, puis on apprend à tout âge. Hein. Toi, tu sais tout maintenant. Mais bon. Moi, je veux dire, le MEDEF, il y a 200 000 entreprises de toute taille dans tous les secteurs d'activité, sur tous les territoires, etc. etc. Moi, j'y consacre bénévolement 100% de mon temps. Le reste, je m'occupe de ma boîte. Vous voyez à peu près l'amplitude horaire. Eh bien, ça va peut-être vous surprendre. Ce qui me motive le plus pour cet engagement au MEDEF, c'est d'abord de voir des gens extraordinaires que je n'aurais jamais vus sans ça. Et quand je dis extraordinaire, c'est des profils complètement différents. Et d'apprendre tous les jours. Et ça a beau être bénévole, ça a beau être du temps d'une certaine manière au détriment de mon entreprise, je ne sais pas si c'est pour me rassurer, non, c'est vraiment ma conviction, je pense que ça fait grandir mon entreprise, parce qu'il y a plein d'idées que je n'aurais pas eues, il y a des audaces que je n'aurais pas eues, et quand je vois des gens extraordinaires faire des trucs extraordinaires, je me dis, putain Martin, t'es vraiment petit joueur, là. Il va falloir passer à la cadence supérieure, et ça me fait avancer. Donc ça peut être telle ou telle association. Oui, tu as évidemment raison, il faut se frotter aux autres, puis en plus, en confiance. Didier, il nous reste un témoignage, une question. Première petite question, c'est quoi vous êtes venu avec des accessoires, vous allez tout nous expliquer. Alors ça, c'est un masque d'escrime, et en particulier celui-ci aux couleurs de la France, puisqu'il a remporté des médailles aux derniers Jeux Olympiques de Paris. C'est fabriqué en Bourgogne, à Genlis. Et c'est le fruit d'une entreprise iconique dans le domaine de l'escrime sportive qui existe depuis 1788, la plus ancienne fabrique de matériel d'escrime dans le monde. Bravo, ça s'applaudit, ça, bravo. Et ça, c'est une épée. Ça, c'est le masque. Didier, et ça, c'est l'épée. Quelle est votre question? Alors, ma question, elle est très différente de toutes les autres,
parce que j'ai fait le choix personnel il y a quelques semaines maintenant de prendre ma retraite à 65 ans, alors que j'étais convaincu de jamais réussir à m'y contraindre. Mais on ne l'a pas évoqué du tout. Être entrepreneur, je suis entrepreneur depuis 40 ans, c'est faire des choix. Et faire des choix, c'est renoncer. Et on renonce à des choses très importantes dans nos vies personnelles, par rapport à nos épouses, nos enfants, mais c'est trop tard, ils sont grands, mais aussi nous-mêmes. Nous-mêmes. Et il y a quantité de choses que j'ai besoin de découvrir aujourd'hui, sur lesquelles j'ai fait l'impasse pendant toute ma vie professionnelle, et je veux le faire aujourd'hui. Alors, vous n'êtes peut-être pas ni l'un ni l'autre un bon exemple pour me dire comment on vit la rupture et comment on devient un bon retraité après avoir été entrepreneur pendant 40 ou 50 ans. Je me permets. Ouais. Vas-y, Jean-Philippe. En fait, je suis en retraite. Je suis en retraite statutaire. Et en fait, un jour, quelqu'un m'a posé la question, mais tu aspires à la retraite? Non, je dis, je ne suis pas en retraite, je suis en retrait. Je suis en retrait de l'opérationnel. Parce que je pense qu'effectivement, au-delà de 60 ans, on ne peut plus être partout. On ne peut plus faire 80 000 km par an, on ne peut pas être dans les filiales étrangères. Donc je me suis mis en retrait de l'opérationnel et je suis resté actif sur un plan accompagnement. Donc tu as raison quelque part. Il y a un moment donné, c'était le tabouret à 3 pieds pour ceux qui étaient là ce matin. J'expliquais l'épanouissement personnel, l'épanouissement familial, l'épanouissement professionnel. Et souvent, le professionnel, quand tu lances ta boîte, il est là d'ailleurs, tiens. Tu sais que c'est un tabouret, c'est des tabourets. Alors celui-ci, non, mais c'est celui qui est pour la traite des vaches en montagne parce que tu peux le mettre partout. Les cailloux soient alignés, pas alignés, c'est stable. Et la stabilité, elle vient de ces 3 points, d'avoir son espace professionnel, son espace familial et son espace personnel. Et quand il faut arbitrer, c'est compliqué. Mais je crois qu'en fait, on se laisse embarquer. Tu connais Didier, on a vécu des moments ensemble. On se laisse embarquer par la réussite, par les projets, partout. Les enfants grandissent, tu as raison, ouais, ils grandissent vite. Et puis on se dit après, ouais, j'aurais peut-être dû, Moi, je pense qu'il faut quand même toujours dire que la famille, c'est quand même, voilà, c'est ce qui te permet, c'est de revenir, voilà, au sol. Et tu dois pouvoir aspirer à la retraite tout en restant impliqué dans le projet, l'entrepreneuriat. C'est l'audace pour ça. Il est quand même champion de France vétéran. Champion du monde, alors attendez, en plus, champion du monde vétéran, regardez. Bravo Didier, regardez, champion du monde. Tu peux nous faire un petit mouvement là? Allez, juste un petit mouvement, parce que moi je trouve que c'est... Hein? Ouais. Ah, formidable. Incroyable. Formidable. Bravo. Toi qui es... Non, alors pour moi, c'est la question piège, vacharde en fin de journée. Enfin, je ne m'attendais pas à ça. Non, je ne suis pas un bon exemple. Hein. Moi, je sais que le plus tard possible, je mourrai en me disant que je n'ai pas fait 10% de ce que j'aurais voulu faire dans ma vie. Je sais que je suis passé à côté de beaucoup de sujets personnels et de temps en temps, enfin assez régulièrement, je regrette effectivement de ne pas m'être investi plus pour ma famille, mes enfants, maintenant mes petits-enfants. Bon, c'est tellement intime que moi, je me garderais surtout à partir de mon cas, qui est un mauvais cas, de donner des conseils. Ça n'enlève rien à ma conviction que le jour venu, si on peut se dire, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, et nom d'un chien, j'ai fait quand même plein de trucs, je pense avoir été utile, et je me suis bien fait plaisir. Voilà, faut pas courir tous les lièvres à la fois. Mais je ne suis pas un bon exemple. Merci beaucoup. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Jean-Philippe, il y a un truc qui colle pas là. Hein. Oui, Ah oui, ben 10, oui. 10 à 70. Et il nous manque le 70. Alors là, je ne sais même pas quoi dire. Réponse en image? Réponse en image. Mon cher Jean-Philippe, tu sais l'admiration que j'ai pour toi, car tu es un chevalier du possible. Car pour moi, le possible est une morale. Je suis un marin amateur mais passionné, et donc je me lance toujours avec cette idée de pourquoi pas. Le bateau de Charcot, pourquoi pas? Pourquoi pas l'entreprise? Tu l'as fait. Pourquoi pas? Alors la question que je voudrais poser
Jean-Philippe, et à notre grand responsable des entreprises de France, comment est-ce qu'on pourrait donner plus l'envie d'avoir envie. Car vous savez que mon maître à penser, c'est Johnny Hallyday. Ayons envie d'avoir envie. Salut Jean-Philippe. Ah, ça c'est extraordinaire. Enfin, vous avez tous reconnu Eric Orsena, notre immortel, puisqu'il fait partie des immortels. Il est bluffant. Chaque fois que je le rencontre, je me dis, il n'y a pas de vieillesse, quoi. Il croque les projets avec une force. Et puis cet immortel, tous ses mots sont pesés. Hein, on vous remettra sa capsule. Vous essayez d'aller voir, effectivement, pourquoi pas, de Charcot. Vous verrez l'histoire de ces bateaux, c'est hallucinant. Mais tous ces mots, ce qui est très dur à suivre avec Eric, surtout quand vous déjeunez avec lui, c'est que pendant 1h30, les mots défilent avec les idées, puis il va à une vitesse folle, et tu te dis, oh, t'es bousculé dans tous tes principes, dans tout, mais il est extraordinaire, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais je ne répondrai pas à sa question. Non, pardon, c'est à toi. Il a quel âge, Eric? Il est hors d'âge. Immortel, mais immortel. Oui, il est immortel. Hein. Non, moi, quelqu'un qui peut pianoter pour savoir quel âge il a? Non, moi, ce que je trouve dingue avec lui, mais c'est vrai avec beaucoup d'autres, c'est que, en fait, il est 77. 77. On est dans les 70. Je pense pas que mentalement il ait 77 ans, intellectuellement encore moins. Et je crois que c'est ça qui nous fait avancer. Hein. C'est presque juvénile. C'est se dire il y a encore plein de trucs à faire et je prends du plaisir à les faire, à les préparer, à les exécuter le jour venu. Puis une fois que c'est fait, je vais encore faire autre chose. Et je pense que dans 20 ans, Orsena est dans le même état d'esprit. Hein. Et à contrario, il y a des gens qui à 20 ans disent oh là, je me traîne, je ne ferai jamais rien de ma vie. Moi, je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Je crois que c'est notre responsabilité, en définitive, hein, de susciter ce déclic. Après, chacun s'accomplit à sa manière. Hein. Il ne peut pas y avoir que des champions du monde d'escrime. Sinon, il n'y en aurait pas si tout le monde l'était. Il ne peut pas y avoir que des académiciens. Il ne peut pas y avoir que des chefs d'entreprise. Mais moi, je suis toujours très admiratif, par exemple, de l'engagement associatif. Et je vais vous dire un truc qui va peut-être choquer certains, ou en tout cas, dont certains douteront. Moi, j'ai de l'admiration pour les leaders syndicaux auxquels je me confronte. Je le dis, on n'est bien souvent pas d'accord, on est très souvent pas d'accord, mais j'ai en face de moi des gens qui ont des vraies convictions et qui s'accomplissent dans ce qu'ils font. Eh ben, j'ai une forme d'admiration pour eux, comme j'aurais une forme d'admiration pour les politiques, pour la plupart d'entre eux en tout cas, parce que voilà, ce sont des gens qui se disent « je dois apporter quelque chose ». Bravo. Bravo. Ouais, Bravo. Je vais quand même vous préciser quelque chose. C'est que rien n'était préparé là. Hein. C'est-à-dire que je vous fais la promesse que ni Jean-Philippe ni Patrick Martin n'ont eu les questions à l'avance. Désolé Augustin, mais c'était un peu le principe de l'audace de ce rendez-vous. C'était vraiment de jouer la spontanéité. On peut les applaudir, ils ont vraiment joué le jeu. Et merci aussi à notre panel représentatif d'entrepreneurs et de futurs entrepreneurs. Juste avant de laisser le mot de la fin, Patrick Martin, Jean-Philippe Girard, je voudrais qu'on applaudisse très fort les deux gagnants du concours de pitch. On avait le gagnant dans la catégorie graines d'entrepreneurs, c'est Elisa Cherrier. Est-ce qu'elle est là, Elisa? Elle est partie. Dommage, on peut l'applaudir. On l'applaudit, Elisa. Elle est là. Eh bien, viens, Elisa. Venez nous rejoindre. Et puis, dans la catégorie entrepreneurs audacieux, on a Servane et Marie qui peuvent nous rejoindre, évidemment, si elles sont là. Bravo. Eh bien, vous resterez avec nous pour la conclusion, pour la photo. Et voilà, tout le monde est là. Un tout petit mot très rapide de conclusion, tous les deux. Jean-Philippe, Patrick, peut-être. Je vais laisser... Je vais faire quelque chose d'audacieux, Jean-Philippe. Je vais laisser... Ah, ça y est. On a préparé un trophée pour toi, mais c'est surtout Frédéric qui l'a fait. Il n'est pas tout à fait comme les autres, mais c'est le premier trophée de la première édition d'Audace Entreprendre. Ah, Bravo. Vous êtes des amours. Ah, celui-ci, il va rester gravé longtemps. Merci. Tu voulais que je te dise quoi? Un petit mot de Petit mot de la conclusion. fin. Déjà sur cette journée qui préparait depuis tant de semaines, de tant mois. de semaines. Non, merci. C'est puissant. Ce qu'on vient de vivre aujourd'hui, grâce à tous ces engagements, toutes ces implications. Je crois que tous ceux qui ont animé
des ateliers, des conférences sont là. Je voulais les remercier du fond du cœur. C'est impressionnant, on avait 170 productions pour une journée. On a été obligé quand même de faire des choix, mais voilà, merci pour cette belle production. On a, bien sûr, derrière tout ça, vous savez que rien n'est gratuit. Hein, donc si vous êtes entré gratuitement, c'est qu'il y a des gens qui ont payé. Hein, je le dis toujours, le gratuit comporte certains dangers. Donc là, bah oui, c'est parce que tu as des chefs d'entreprise, des entreprises, la région, la Dijon Métropole, voilà, qui ont dit oui au projet, qui ont mis de l'argent sur la table. Et ça a permis effectivement cette magnifique journée. Donc je pense qu'il faut leur dire, donc tous les partenaires, les mécènes bien sûr, les intervenants. Enfin, je pense qu'on ne s'est pas ennuyé, j'espère pour vous. Depuis 11h ce matin, c'est intense, c'est d'un rythme fou. Donc c'est toutes les audaces, quoi. On a balayé toutes ces audaces. Et ça, pour moi, ça me fait un truc très très fort. Et puis je voudrais terminer avec le patron des patrons. Parce que on se connaît depuis... en fait, j'étais comité exécutif du MEDEF, aux côtés de Pierre Gattaz. Et j'ai vu Patrick arriver, de Lyon. Et là, c'est toujours, il y a des trucs qui ça match ou ça matche pas. Et là, ça a matché tout de suite. On est rentré dans 2-3 commissions ensemble. Et puis à un moment, je me suis dit, mais en fait, ce gars... T'en avais plein qui étaient là installés, qui ne bougeaient pas. Et puis tu as quelqu'un qui arrive, qui commence à participer, qui ne donne aucune leçon. Et je retiens ça de toi, c'est-à-dire que tu es entré dans ces commissions pour travailler dans ces commissions, pour agir dans ces commissions, avec toujours de la bienveillance, mais de la vigilance aussi. Il y en avait un petit peu trop d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça admirable parce que moi j'étais toujours dans mon poste d'administrateur, peut-être des gens un peu figés, tu vois, les années te figent. Puis tu as des gens comme ça, jeunes, et je me dis, tu n'y as pas pensé en 3 ans le matin à devenir le patron des patrons. Mais par contre, je vais juste lui poser une question parce que je trouve que ce serait hyper important. C'est qu'est-ce qui t'anime? Parce que tu aurais pu, avec ton parcours, il a une réussite exceptionnelle. Hein. Non mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui t'anime? Parce que tu aurais pu dire, allez, maintenant c'est bon, je vais pouvoir avoir une douce retraite. Et puis tu prends ce défi, ce truc qui est fou, et en plus que tu animes avec beaucoup de sérieux et de talent. Voilà, je voulais juste... C'était la question que je voulais te poser, parce que... J'y ai un peu répondu tout à l'heure, hein, si tu me permets. Moi, j'aime bien voir les gens, et j'aime bien avoir, alors à tort ou à raison, le sentiment d'être utile. Il y a d'autres choses qui auraient pu me tenter, mais où je pense que j'aurais été encore moins à ma place. Hein, j'ai évoqué la politique, par exemple, hein, tout à l'heure, et j'aurais pas su faire. Et puis, je suis trop grande gueule. J'aurais une espérance de vie assez limitée, je pense, en politique. Mais on a besoin d'hommes politiques et de femmes politiques de qualité. Voilà, moi, c'est ça qui m'anime. Je prends des engueulades mémorables, hein, de la part de nos gouvernants, des syndicalistes, dont j'ai pourtant dit du bien tout à l'heure, hein, de nos adhérents. Là encore récemment, j'ai dû prendre des positions qui ont pu ne pas être bien comprises par certains. Donc, c'est pas un long chemin tranquille. Mais nom d'un chien, ce que c'est passionnant. Et ma femme me dit, mais t'as un gros timbré, tu te lèves tous les matins à 5h30, tu rentres déchiré de cocktails, de trucs comme ça à minuit et demi. Et moi, ça me passionne. C'est assez égoïste en définitive ce que je dis, hein, mais c'est la vérité. Merci Jean-Philippe, merci Patrick Martin. Allez, une dernière.